Bonjour Khalid Tamsmani, vous êtes spécialiste du climat. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement au Brésil, à Belém précisément, a donné quelque part le coup d'envoi à la COP 30. C'est en tout cas le prélude. La véritable ouverture aura lieu lundi avec les spécialistes qui vont venir à Belém pour essayer de négocier un nouvel accord sur le climat. Ils ont, les chefs d'État et de gouvernement, disons-le, sonné l'alarme. Et expliquer que l'objectif de l'accord de Paris, qui limite le réchauffement à 1,5 degré, ne sera pas atteint. L'alarme est donc sonnée. Lula, qui est le président brésilien et qui accueille cette COP30, a fustigé même les mensonges de forces extrémistes qui favorisent la dégradation de l'environnement. Vous qui êtes un scientifique, est-ce que vous pensez qu'il est possible de parvenir ou pas à un accord à Belém, alors qu'il y a beaucoup finalement de délégations qui ne vont même pas faire le déplacement, et je pense particulièrement aux Américains? Euh, merci beaucoup d'abord pour l'invitation, c'est Rachid. C'est un plaisir de nouveau de reparler de ce sujet qui dure très très longtemps et donc nous sommes à un anniversaire de 10 ans après l'accord de Paris. Donc 2015, on est en 2025 et nous sommes toujours en train de voir comment est-ce que cet objectif de température de 1,5 degré va être atteint. Très très sincèrement, ce que je voudrais dire, c'est focaliser d'abord sur ce que dit la science, et puis après, où en sommes-nous en termes de négociations et quels sont les points qu'il va falloir débloquer à Belém. Sinon, ça va être une comme une autre, tout simplement. Donc, sachez que donc il y a le groupe d'experts intergouvernementaux pour le climat, on appelle le GIEC, qui, lors de son dernier rapport en 2023, a dressé un diagnostic sans appel. La planète, effectivement, comme je veux le dire, est en train de se réchauffer. Et là, on est déjà à 1,1 degré Celsius par rapport à l'ère industrielle. Et ce réchauffement n'est pas uniforme, car il atteint parfois 1,5 degré sur certaines parties du continent africain et méditerranéen. Et ça accentue la pression sur les ressources en eau, la production agricole et la santé des populations. Et 3,3 jusqu'à 3,6 milliards de personnes vivent désormais dans des contextes de forte vulnérabilité climatique, particulièrement exposées aux sécheresses, aux vagues de chaleur, inondations. Donc, chaque dixième de degré supplémentaire, il faut le savoir, c'est un risque qui augmente de manière exponentielle tous ces phénomènes extrêmes. Et je termine pour dire, bon, pour cette partie scientifique, c'est que pour maintenir le cap à la fin du siècle, on parle de la fin du siècle 2100, de 1,5 degrés Celsius, il va falloir baisser nos émissions d'ici 2030 de 43% et d'ici 2035 de 60%. Quand on parle d'émissions, c'est les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'autres gaz comme le méthane. Et ça, c'est par rapport au niveau de 2019. Donc, ça veut dire qu'on va devoir affronter une transformation radicale des systèmes énergétiques, agricoles, industriels au cours des prochaines décennies. Et si nous dépassons les 2 degrés Celsius, plus de 99% des récifs coralliens, par exemple, vont disparaître. Donc ça, c'est un peu la science, ce que dit la science. Maintenant, en termes de ce qui va se passer à Belém, du 10 au 21 novembre 2025, c'est que d'abord, cette COP arrive après le premier bilan mondial de l'accord de Paris, où on a fait un peu le tour de toutes les contributions déterminées au niveau national des 195 pays qui avaient été soumis il y a à peu près 5 ans. Euh, Malheureusement, sur les 195 pays, il y a actuellement uniquement 64 pays qui ont soumis leur NDC 3.0, si vous voulez, et cela ne représenterait que 30% des émissions mondiales. Donc, si vous voulez, en ce moment, il faut une forte mobilisation de la part de tous les pays qui ont ratifié l'accord de Paris. Ça, c'est de un. Et puis, deuxièmement, toutes les promesses concernant la finance climat qui avaient été faites à l'Azerbaïdjan, donc à la COP à Bakou, et pour lesquelles les pays qui avaient participé à cette COP espéraient pouvoir obtenir 1,3 trillion de dollars pour les pays en voie de développement d'ici 2035, eh ben, nous n'avons obtenu que 300 milliards de dollars d'argent public. Le secteur privé est encore mitigé sur ce point-là.
Oui. Il y a aussi Cet des argent, négociations. précisons-le, il était destiné, il est toujours destiné, même s'il n'a pas été pour l'instant décaissé, il est destiné à aider les pays émergents et particulièrement l'Afrique à opérer la transition énergétique nécessaire Absolument. qui permettrait aussi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a quand même des propositions qui ont été faites. Je pense à la Chine, par exemple, qui, avant cette COP 30 de Belém, a proposé de lever les barrières commerciales, les barrières douanières particulièrement, sur l'ensemble des produits verts. Est-ce que c'est une des solutions? Parce que chacun veut poursuivre, bien entendu, son expansion, et particulièrement son expansion commerciale, chacun veut de la croissance, chacun veut de l'emploi, mais voilà, il s'agit aussi de diminuer les émissions. Est-ce que ce que propose la Chine, c'est une idée originale qui permettrait d'aider la planète à aller un peu mieux? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une des propositions, mais ce n'est pas la seule proposition. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, comme je viens de dire, c'est qu'il faut vraiment couper en deux nos émissions. Cette proposition chinoise est une bonne proposition, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que parmi les contributions déterminées au niveau national qui sont été soumises jusqu'à présent, la contribution marocaine est une des plus ambitieuses en Afrique. Je vais dire. On vise d'ici 2035, le Maroc, à atténuer ou à minimiser et diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 53% dans la feuille de route de décarbonation 2050. Mais ça veut dire que il y a le Maroc propose 90 projets d'atténuation intégrant l'innovation et les co-bénéfices sociaux. Donc, ça intègre les énergies renouvelables. Et dans cette stratégie du renouvelable de 52% à l'horizon 2030, le Maroc intègre la production d'hydrogène vert. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est un peu l'avenir. Et cette ambition qui est supérieure à la moyenne africaine, qui a été catégorisée par le Global Stocktake comme étant une des meilleures au niveau de l'Afrique, nécessitera un soutien international essentiel de 34 milliards de dollars. Ça, c'est pas rien. Donc, il va falloir aller chercher des fonds au niveau international, en plus des fonds qui sont dédiés par les finances publiques marocaines. Il faut aussi financer la transition énergétique au niveau national, et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des 1,3 trillions de dollars d'ici 2035. J'espère que cette COP 30 de Bakou va pouvoir atteindre cet objectif. Mais aussi, je voudrais souligner, c'est que le Brésil souhaite aussi faire avancer un projet qu'on appelle le Tropical Forest Forever Facility. C'est un fonds de 125 milliards de dollars qui va être destiné à protéger les forêts tropicales avec 10 milliards espérés dès la première année. Il y a aussi la COP 30, ça va être la COP de l'adaptation. On va pas parler beaucoup. Donc, c'est une COP de l'adaptation qui va être une priorité mondiale. Ça veut dire qu'il va falloir définir des indicateurs mesurables pour un cadre mondial d'adaptation. Il faut financer la résilience face aux sécheresses, aux feux de forêt, aux inondations et soutenir les systèmes alimentaires et hydriques des régions les plus exposées. Ça, c'est très, très important. On parle aussi des fonds de loss and damage, des pertes et dommages, et qu'il va falloir vraiment mettre en route le plus rapidement possible. Et puis, dernier point, on va dire, c'est l'intégrité du marché carbone. C'est l'article 6 de l'article de Paris. Il faut que chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère soit comptabilisée réellement pour et éviter d'avoir ce qu'on appelle la double mesure ou la double comptabilité en termes de ce échange de carbone entre pollueurs et non pollueurs. Si vous permettez, peut-être un des messages qu'on aimerait bien lancer pour cette COP, ça va être la COP, ça va être un test de cohérence entre la science et la politique. C'est très très important parce que la science nous montre le chemin, mais la politique doit aussi s'aligner à cette science-là. Et 10 ans après l'accord de Paris, le monde maintenant doit prouver qu'il peut traduire ses engagements en résultats tangibles. Les populations du monde, les populations vulnérables sont en train d'attendre des résultats concrets. Et le Brésil, si je comprends bien, veut faire de cette COP 30 la COP de la réalité, celle où la communauté internationale fasse des promesses vers l'action. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la science nous montre la trajectoire à suivre et les négociations qui vont démarrer demain, on va dire, et ça va être un long processus de négociation, elles doivent maintenant fournir les moyens. Donc, si on réussit à débloquer la finance climat, renforcer l'adaptation et à ancrer la transition énergétique hors énergie fossile, parce que là, c'est
dans la déclaration finale, ce qu'on espère cette fois-ci, c'est vraiment parler de la sortie totale des énergies fossiles. Sans Ouais. ça, on va continuer à émettre du CO2 dans notre atmosphère et l'objectif du 1,5 degré va être difficile à atteindre. Donc ça marquera un tournant concret de la décennie climatique. Sinon, bah, ça restera juste une opportunité comme une autre, bien une COP comme les autres, où on se réunit, on essaie de dire qu'on est en train de négocier, mais à la fin, les résultats sont décevants. Donc, encore une fois, la science. Pendant que vous parlez, Khalid Temsmani, pendant que vous parlez, on voit les images de ces chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis hier à un sommet pour essayer d'enclencher le système de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et à la fois, certains parlent de mensonges, puisqu'il y a eu des COP auparavant, il y a eu des traités signés et des traités non appliqués, de l'argent promis qui n'est jamais arrivé dans les caisses de ceux qui les attendaient. On parle des écosystèmes entiers qui pourraient disparaître. Est-ce que oui ou non, ces chefs d'État et de gouvernement qu'on voit encore là à l'image ont une responsabilité claire et précise face à l'humanité, selon vous? Absolument, absolument, Monsieur Rachid. C'est à eux que revient la décision finale. Il faut savoir une chose, c'est très important. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'en tant qu'ancien négociateur pour le gouvernement du Maroc, c'est que toute décision se prend à l'unanimité. Il n'y a pas de vote. On ne vote pas aux Nations Unies. Donc, ça veut dire que le tout petit État insulaire, vraiment, qu'on ne voit pratiquement pas sur le globe terrestre, eh bien, il a exactement la même voix qu'un pays géant sur la planète, sans citer de nom. Ça veut dire que il faudrait que lorsqu'on négocie, parfois ce sont des phrases, des mots sur lesquels on passe des heures et des heures avant d'arriver à un consensus. Donc ces chefs d'État, donc une fois que les négociateurs terminent ou entérinent plus ou moins un texte, ils le passent vers les chefs d'État et c'est les chefs d'État ou les représentants du pays qui, eux, doivent valider cela lors de l'Assemblée générale, lors de la plénière. Mais sachez que en ce moment, si on prend par exemple dans le cadre de la finance climat, on n'a pas encore atteint les 50% promis par le Fonds vert climat pour qu'ils aillent vers l'adaptation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les pays vulnérables comme le Maroc, les pays en voie de développement, l'Afrique par exemple, qui ne à peine émet 4% des émissions de gaz à effet de serre, reçoit très très peu de financement climat en termes d'adaptation et de résilience. Parce que, grosso modo, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche la mitigation, donc pratiquement tout l'argent va vers la mitigation, donc vers la production des énergies renouvelables, etc. Et donc, il va falloir qu'on trouve un compromis entre 50% mitigation, 50% adaptation. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ces chefs d'État. Ben, ces chefs d'État, ils ont leurs intérêts nationaux qu'ils doivent défendre. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le cadre de ces négociations, il y a ce qu'on appelle des groupes de pression. Par exemple, nous, le Maroc, on est membre du groupe de pression du groupe africain, où il y a 54 pays. Et donc, lorsqu'on se met d'accord dans le cadre du groupe africain, ces 54 pays, on a un poids. On a un poids dans les négociations, avant d'aller vers les plénières. Hein. Et donc, ça veut dire que les chefs d'État ou les représentants des pays auront déjà un texte qui est pratiquement validé par ce groupe africain, que eux, ils vont aller défendre. D'un autre côté, il y a le groupe du G77 plus la Chine. Alors ça, c'est le plus grand groupe, on va dire, de pression dans le cadre des négociations climatiques, où le Maroc aussi fait partie. Donc ça aussi, c'est un groupe de pression où il va falloir valider certaines choses pour pouvoir aller les défendre en plénière. Et cette question de la sortie des énergies fossiles, sincèrement, là je parle en tant que scientifique, si on n'arrive pas à valider cette phrase-là dans le texte final de la COP 30, vraiment, ça va être encore une fois reporté vers la COP 31 et rebelote et ainsi de suite. Donc vraiment, il est temps, comme l'a dit le GIEC, comme l'a dit une fois le secrétaire général des Nations Unies, la fenêtre des opportunités est en train de se resserrer. Il faut saisir toute opportunité pour sauver la planète, pour sauver l'humanité. En ce moment, on est en train de parler de quelque chose comme 700 millions de réfugiés climatiques qui vont aller débarquer en Afrique du Nord, en Europe, etc. Il va falloir gérer tout cela. Alors, quand vous vivez dans un environnement hostile où les ressources en eau sont de plus en plus dégradées et faibles, ça signifie que votre sécurité alimentaire n'est pas assurée
et ça signifie aussi que vous allez devoir vous déplacer vers un autre espace là. Oui. Le Maroc, depuis 40 dernières années, Justement, oui. le secrétaire général des Nations Unies, vous l'avez cité, Antonio Guterres, a parlé de risques pour la paix et la sécurité dans le monde à cause du réchauffement climatique. Est-ce que oui ou non, comme le secrétaire général des Nations Unies, vous pensez que s'il n'y a pas d'accord à Belém, au Brésil, ou si l'accord est vraiment à minima, c'est-à-dire qu'il ne permet pas d'inverser ou en tout cas de limiter fortement les émissions, est-ce que vous pensez qu'on pourra parler de faillite morale? Écoutez, c'est déjà la COP 30, ça veut dire qu'il y a eu 30 COP qui se sont déroulées et pour lesquelles on n'a toujours pas atteint les objectifs escomptés depuis le début. Et si on prend rien que sur les 10 dernières années, depuis l'accord de Paris 2015, maintenant on est en 2025, en passant par la COP 16 à Marrakech, que notre pays a habité, où nous avons dit, écoutez, on va lancer ce qu'on appelle le Marrakech Partnership for Climate Action. Donc parce qu'on s'est dit, il y a les pays, il y a les institutions conventionnelles qui négocient, mais il y a aussi les autres acteurs qui sont les acteurs qu'on appelle non étatiques, les universitaires, les experts, le secteur privé, la société civile. Cette composante des acteurs non étatiques doit aussi renforcer le travail des acteurs étatiques pour pouvoir atteindre les objectifs au moins des 1,5 degrés Celsius. Vous savez, monsieur, chaque année, l'humanité émet quelque chose comme 40 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. 40 gigatonnes chaque année. C'est énorme. Et ça équivaut à quelque chose comme 420, 430 parties par million de gaz carbonique dans l'atmosphère. Le GIEC, les scientifiques disent que si on atteint 450 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, on va atteindre une situation irréversible où on va aller droit dans le mur. Ça, c'est la science. Vous avez vu l'épisode qu'a vécu, je me retrouve en ce moment en Espagne, à Barcelone, et avant-hier soir, à 20h, on a eu de tous les téléphones portables un signal d'alarme, d'alerte météorologique, et tout le monde ne savait pas quoi faire parce qu'il y avait une tornade qui allait arriver vers la ville de Barcelone dans les heures qui venaient. Ça, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et du numérique pour pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte précoce. Eh bien, l'année dernière exactement à Valence, ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle cette goutte froide ou cette dana, eh bien, c'est un phénomène extrême météorologique qui est dû au changement climatique parce que nous ne faisons pas attention. Nous vivons dans un espace ici où la mer Méditerranée est une mer qui est fermée et le moindre degré Celsius d'augmentation de température engendre à peu près 7% d'augmentation d'humidité dans l'air. Cette humidité dans l'air, une fois qu'elle arrive vers une atmosphère très froide, eh bien, sur un espace géographique très limité, vous avez des pluies torrentielles qui commencent à tomber et c'est ingérable, difficilement gérable. Des inondations qui ont tué 400 personnes à Valence l'année dernière, en l'espace de quelques heures. Donc, voilà. Donc, effectivement, les systèmes d'alerte sont très importants, vous l'avez dit, et aussi les mécanismes qui peuvent permettre d'essayer de limiter l'impact climatique sur nos régions en Méditerranée, mais aussi ailleurs, parce que c'est la planète entière qui est concernée. Merci beaucoup, Khalid Temsmeni, d'avoir été en direct avec nous depuis Barcelone. Vous êtes un scientifique marocain spécialiste du climat. Merci encore et excellente journée.